La dernière imagerie que j'ai faite, c'était une échographie, puisqu'elle m'a dit, en fait, vous êtes passé d'une endométriose profonde, ovarienne, digestive, à une endométriose superficielle. Donc vous n'avez plus besoin d'IRM, on ne fait que des échographies désormais. Donc la maladie a extrêmement régressé et les lésions que j'avais sur les ovaires ont complètement disparu. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Après des années de règles douloureuses puis de pilules, Bertie a voulu faire un enfant. C'est seulement à 30 ans qu'on lui a diagnostiqué une endométriose profonde. Son parcours ressemble à celui de nombreuses femmes atteintes par cette maladie. Mais la suite lui appartient. Face aux solutions qu'on lui présente, contraception ou chirurgie, elle choisit une 3e voie. Elle entame un travail de recherche pour soulager ses douleurs, change son mode de vie et réussit à concevoir 3 enfants. Aujourd'hui, son endométriose est en rémission et elle publie un livre pour transmettre tout ce qu'elle a expérimenté sur elle-même. Je voulais la recevoir parce qu'on nous adresse beaucoup de messages à propos de l'endométriose. Bertie est devenue patiente experte et s'est formée en éducation thérapeutique sur les maladies chroniques. Son éclairage et ses découvertes sont précieux pour toutes les patientes. Bonne écoute. Bonjour Bertie. Bonjour Marine. Merci d'être venue à notre rencontre. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Alors, l'endométriose a changé ta vie à plusieurs égards. Est-ce que tu peux expliquer ton activité d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'agit d'une reconversion ? Alors aujourd'hui, en fait, j'accompagne les femmes qui sont atteintes d'endométriose sur plusieurs aspects. D'abord, j'ai d'abord mon livre dont tu as parlé. Et puis, j'ai un très gros compte Instagram sur lequel je transmets des pistes de solutions pour agir sur la maladie, mais aussi pour mieux la comprendre. Parce que quand on comprend mieux ce qui se passe dans notre corps, on a plus de moyens d'action. Je fais des conférences en entreprise, j'interviens dans les hôpitaux, dans les parcours d'éducation thérapeutique. J'écris des e-books, je monte des programmes en ligne et puis j'accompagne aussi les femmes en individuel. Mon souhait, c'est vraiment que les femmes reprennent le pouvoir sur la maladie, prennent le dessus sur la maladie au quotidien pour mieux vivre sereinement avec. Alors je reviens à l'origine, à ta jeunesse même, la période où tu as eu tes règles pour la première fois. Comment tu vivais cette période ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu des soupçons sur l'endométriose ? Alors, j'ai eu mes règles à 11 ans. À l'époque, je n'avais pas entendu parler d'endométriose. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, je me souviens très bien, j'ai eu mes premières règles sur une aire d'autoroute en revenant des sports d'hiver quand j'avais 11 ans. Et en fait, ça a d'emblée été assez douloureux. Pas aussi intense que quelques années plus tard, mais d'emblée douloureux. Et on m'a dit, c'est normal. C'est ça, être une femme. Et ça va être potentiellement comme ça toute ta vie. Au fil des années, tu dis que la douleur s'est intensifiée ? La douleur s'est intensifiée et surtout, j'avais des règles qui étaient de plus en plus abondantes. Du coup, je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a conseillé de prendre la pilule. Et ça m'a sauvé la vie parce que j'avais plus de douleur, j'avais des règles qui étaient très courtes, j'avais une libido du tonnerre, c'était vraiment génial. Donc ça m'a beaucoup changé la vie, mais après, il y avait quand même quelques effets secondaires par répercussion parce que ça reste quand même un médicament. Tu avais quel âge quand on t'a prescrit la pilule et c'était quelle pilule ? Alors, j'ai dû la prendre vers 19 ans et c'était une pilule qui s'appelle Jasminelle, qui aujourd'hui n'est pas une pilule qui est recommandée pour l'endométriose, mais à l'époque, on ne savait pas que j'avais cette maladie. Jusque 19 ans, c'est tard quand même. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux décrire comment tu vivais tes règles entre la douleur et les règles abondantes ? Parce qu'on n'en parle jamais en fait, mais c'est pas simple quand on est adolescente en plus de gérer ça. Oui, tout à fait. Alors, de mon côté, j'avais pas de problème d'évanouissement à ce moment-là, en tout cas. Enfin, j'avais des douleurs qui étaient intenses, mais je prenais un anti-inflammatoire, le fameux Antadis que beaucoup de femmes qui ont l'endométriose connaissent. Et ça allait mieux. Ce qui était très compliqué, c'est quand je m'apercevais que ma boîte d'Antadis était terminée et que du coup, j'avais rien pour soulager. Et là, c'était vraiment très compliqué, notamment quand je partais en vacances et tout ça. C'était vraiment l'angoisse parce que c'est accessible que sur ordonnance. Ce qui était plus compliqué, c'était les règles très abondantes parce que j'avais toujours peur d'avoir une tache. Donc, à l'époque, les culottes menstruelles n'existaient pas. Donc, ça, c'était extrêmement compliqué. Et je me souviens que ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était quand on devait aller à la piscine ou à la plage avec les copines ou avec l'école.
parce que pour moi, c'était impossible de mettre un tampon. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore très difficile, parce qu'en fait, quand on a des lésions d'endométriose, notamment sur le rectum ou au niveau du cul-de-sac de Douglas, que ce soit pendant les rapports sexuels ou pour mettre un tampon ou une cup, ça peut être extrêmement douloureux, difficile. Et en fait, moi, c'était très difficile pour moi. Alors aujourd'hui, je comprends pourquoi, mais à l'époque, j'avais l'impression d'être bizarre. Et en fait, non, c'était lié à ces douleurs-là. Donc, je disais toujours, ah, j'ai pas envie de me baigner. Ah, non, j'ai pas chaud. Ah, je vais pas venir à la piscine, je suis malade. Oh, on se retrouve après. J'avais trouvé toujours une bonne excuse. Et je me rends compte que c'était extrêmement dommage, en fait, a posteriori, quoi. Donc, sous pilule, tu vis mieux les règles, puisque ce sont, entre guillemets, des fausses règles. À quel moment tu arrêtes la pilule et pourquoi ? J'arrête la pilule à 28 ans parce qu'avec mon mari, on va avoir un petit bébé. Et là, ça recommence, en fait, les règles hyper abondantes, les douleurs qui reviennent. Au début, plutôt légères. Et puis, plus les cycles passent, plus la maladie s'installe et moins il y a de bébés. Parce qu'en fait, les mois passent et il n'y a pas de bébé qui se pointe. Les douleurs s'intensifient. Et ça a duré 2 ans et demi. J'ai consulté un médecin gynécologue pour comprendre pourquoi il y avait cette infertilité. Et on ne trouve pas grand-chose. Il y a une AMH qui est relativement faible, mais ça n'explique pas tout. Et aucun examen n'est fait pour voir s'il y a de l'endométriose, en fait. Tu connaissais cette maladie à cette époque-là ? Alors, je la découvre parce que plus le temps passe, plus les douleurs s'installent. Et notamment, j'en viens à avoir des douleurs extrêmement vives, à la limite de l'évanouissement en début de règles. Je me souviens d'une fois, en allant sur le site de la faculté dans laquelle je faisais mes études, dans le métro, où j'ai cru que j'allais me trouver mal, parce qu'en même temps que j'avais ces douleurs gynéco, on dirait que j'avais des douleurs digestives et des crises de diarrhée, des douleurs, des envies impérieuses très importantes. Et donc, j'avais ces douleurs-là. Et en plus, dans les 2 premiers jours, au moment des règles, j'avais aussi des douleurs de coups de couteau en allant à la selle. Je ne pouvais pas ne pas y aller, mais je ne pouvais pas y aller non plus. Et donc, je tape sur Internet ce type de douleur, puisque je pense qu'on a déjà toutes fait ça. Évidemment, il ne faut pas le faire. On dit toujours qu'il ne faut pas le faire. Mais quand on peut-être bien fait. Voilà. Et je lis endométriose. Je vois des femmes qui discutent de ça et qui disent « Ah, c'est lié à l'endométriose, c'est lié à telle et telle lésion. » Et là, je fais l'autruche complet. Ah oui, tu te dis pas tout s'éclaire sur depuis ma jeunesse et tout ça. Non, parce que 2 ans, je pense que ça faisait 2 ans qu'on attendait le bébé avec mon mari. Et je me dis, non mais en fait, je peux pas avoir ça en plus. Enfin, déjà qu'on a du mal à avoir un bébé, si en plus j'ai de l'endométriose, ça va être encore plus compliqué. Voilà, et puis ça me génère beaucoup d'anxiété, parce que je suis de nature assez anxieuse. Ça me génère beaucoup d'anxiété, je me dis, ça va encore plus compliquer les choses. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais que c'était complètement absurde, parce que du coup, quand on est bien pris en charge, qu'on sait ce qu'on a, c'est plus facile. Enfin, voilà, les choses sont mises en place pour que ça aille mieux. Mais à l'époque, c'était la terreur. La terreur m'a envahi. Enfin, j'ai vraiment une grosse angoisse. Alors, qui trouve et qui fait le diagnostic ? Chance, je tombe enceinte naturellement au mois de juillet, il y a 7 ans. La grossesse n'évolue pas comme elle devrait évoluer. C'est-à-dire que je vais voir une gynécologue avec mon test de grossesse, ma prise de sang, etc. Et elle me fait une échographie, elle me dit « Je ne vois pas de bébé ». Comment ça, vous ne voyez pas de bébé ? Non, je ne vois pas de bébé, je pense que la grossesse ne date pas de la date que vous me dites. Mais je connais mon emploi du temps, je sais ce qu'on a fait avec mon mari, voilà, c'était très clair pour moi. Et puis elle me répond Ah, mais moi j'en connais plein des femmes qui ont ovulé et dont la date qu'elles me donnent n'est pas la bonne date. En gros, elles ont ovulé plus tard qu'est-ce qu'elles m'ont dit. Je dis, mais là, c'est même pas une histoire d'ovulation, c'est une histoire de rapport. Et elle me dit, ah non, mais c'est certainement pas ça. Vous faites peut-être une grossesse non évolutive. Allez faire une prise de sang, puis on en reparle demain. Donc ça, c'était un vendredi. Le samedi, je fais la prise de sang, ça n'évolue toujours pas assez. Et donc là, elle me dit, moi, je pars en vacances, refaites une prise de sang lundi, puis vous allez voir le docteur Bidule. Lundi, nouvelle prise de sang, je passe un week-end en angoisse totale. J'avais quand même relativement mal au ventre, et puis j'avais des petits saignements marrons, mais je me disais, c'est peut-être l'anidation. Le lundi, je refais une prise de sang, ça n'évolue pas, j'appelle le médecin qu'elle m'avait conseillé. Il était lui aussi en vacances. Donc j'appelle la maternité Sainte-Félicité qui me dit, c'est certainement une grossesse arrêtée. On se retrouve mercredi, venez nous voir mercredi. Et puis, 4-5 heures plus tard, je suis dans le métro. Et là, je suis prise de vertige, je suis vraiment pas bien, j'ai envie de vomir, tout ça. J'ai vraiment très, très, très mal au ventre. À l'époque, j'habitais à côté de l'hôpital Necker. Donc, je sors du métro, je vais à Necker et ils m'examinent. Et puis, ils me disent, en fait, vous faites une grossesse extra-utérine, madame. Donc là, le monde s'effondre une deuxième fois. Et je me fais opérer dans la nuit. Le matin, je me réveille. Ils m'annoncent qu'ils m'ont retiré la trompe qui avait explosé sous l'effet de la grossesse extra-utérine.
Mais que la plus mauvaise nouvelle, c'était pas ça, c'est que j'avais de l'endométriose. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai su, donc de manière fortuite, malgré 3 ans d'infertilité, malgré des douleurs en allant à la selle. Et ils me disent que c'est une endométriose qui est profonde parce qu'elle atteint notamment le rectum, une grosse lésion sur le rectum qui me génère ces fameuses douleurs en allant à la selle les premiers jours des règles. J'ai des lésions sur les ligaments utérosacrés, j'ai des lésions sur les ovaires, j'ai des lésions dans le cul-de-sac de Douglas, et le chirurgien, qui est un très grand chirurgien d'endométriose, de manière un peu fortuite, puisque je ne venais pas pour ça, me dit que tout est collé à l'intérieur et que voilà, c'est un peu Beyrouth en fait. Comment tu réagis à cette annonce ? On va dire que je comprends ce qui se passe, c'est-à-dire que je sais ce que c'est que l'endométriose parce que je me suis renseignée et tout ça, mais le monde s'effondre une 3e fois sur ma tête. Parce que je me dis que, voilà, j'ai perdu mon bébé quand même, parce que voilà, c'était un bébé qu'on avait attendu pendant 2 ans et demi, donc c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Aujourd'hui, je le dis sans pleurer, mais je pense que pendant pas mal d'années, voilà, jusqu'à ce qu'on ait notre premier bébé, ça a été compliqué. Et puis je me dis que j'aurai jamais d'enfant, du coup, parce que tout est collé, qu'ils m'ont retiré une trompe, que mon AMH est faible. Voilà, globalement, le tableau est très très noir. Et puis je me dis, je passe en revue tout ce qui peut se passer, c'est-à-dire que la maladie va progresser, puisqu'on lit beaucoup sur Internet que si on a de l'endométriose, la maladie progresse forcément. Spoiler, ce n'est pas vrai, et je le dis, et c'est vraiment important, parce qu'il n'y a aucune étude qui montre que la maladie progresse forcément. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir pour se rassurer. Et je me dis, la maladie va progresser, je vais plus pouvoir travailler, je vais plus, mon mari va me quitter parce que je peux pas lui donner d'enfant, puis je vais être handicapée, etc. Enfin, je pars carrément, voilà, je vais finir sous les ponts, etc. Enfin, voilà, je suis de nature très anxieuse, du coup. Enfin, je me fais facilement un tableau très très noir, et donc je pleure, je suis complètement, je suis à la limite de la dépression. Je pense qu'il n'y a pas de dépression qui s'est installée parce que j'ai été très bien entourée à l'époque, par ma famille, par mon mari, par mes amis, mais ça a été extrêmement compliqué, oui. Qu'est-ce qu'on te dit justement sur le projet d'enfant à ce moment-là ? On ne me parle pas trop du projet d'enfant, on me dit plutôt, écoutez madame, avec les douleurs que vous avez, il faut prendre un traitement hormonal. Je dis, mais moi je veux un bébé, en fait j'étais là pour un bébé, je veux un bébé, je ne veux pas prendre de traitement hormonal. Et ils me disent, on peut faire une chirurgie si vous voulez. Je ne veux pas de la chirurgie non plus, parce que j'ai vu qu'en fait ça nécessitait potentiellement une stomie. Une stomie, c'est un anus artificiel avec une poche qui est attachée au ventre, et j'en ai très très peur. Et donc je ne veux pas de chirurgie non plus. Et donc je me dis, mais en fait je fais quoi ? Qu'est-ce qu'on te répond ? Qu'il y a ces 2 solutions-là. Et sinon, ils peuvent m'aider avec la FIV. Mais je leur dis, en fait, j'ai réussi à avoir une grossesse spontanée. Donc, je vais peut-être pas aller en FIV tout de suite parce que j'ai réussi à avoir ce bébé. Donc, ça fonctionne. Est-ce que tu peux détailler, pour celles qui connaissent pas bien, le fonctionnement de l'endométriose et pourquoi ça peut créer de l'infertilité ? C'est pas toujours le cas. Ah oui, pourquoi, non, dans ton cas, ça faisait que le bébé était compliqué ? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 30 à 40% des femmes qui vont souffrir d'infertilité avec l'endométriose. Mais sur ces 30 à 40%, une fois qu'elles seront aidées par la médecine et par des solutions complémentaires, il y en aura seulement petit 10% qui auront encore beaucoup de difficultés, en fait. Donc il faut vraiment garder espoir, parce que ces 10% de 30%, c'est vraiment, vraiment peu. Et que le corps a beaucoup, beaucoup de capacités d'autorégénération. Donc il faut vraiment être super... croire en son corps, c'est hyper important. Mais pour revenir au sujet de pourquoi l'infertilité avec l'endométriose, en fait, il y a plusieurs causes à l'infertilité avec l'endométriose. La première, c'est que l'endométriose, elle génère des adhérences. Elle colle les organes entre eux. Et du coup, il n'y a plus de mobilité. Il n'y a plus de mobilité de l'utérus, il n'y a plus de mobilité des trompes. Et donc, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte, il est très compliqué. L'endométriose, elle génère aussi de l'inflammation, parce que les lésions saignent dans le bassin, le sang ne peut pas s'évacuer, et donc l'organisme lutte en permanence contre cette situation, et ça génère une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique, elle est assez nocive pour la qualité des ovocytes de la femme, elle est nocive aussi pour le spermatozoïde qui va rentrer dans le corps de la femme, et elle est aussi nocive pour l'embryon et pour l'aider à l'implantation. Sur ces choses-là, on peut agir à la fois avec la médecine et à la fois avec des solutions naturelles. Après, il y a des sujets autour de l'équilibre hormonal aussi qui va jouer, que ce soit d'ailleurs les hormones féminines comme les oestrogènes et la progestérone, ou la thyroïde. Et c'est quelque chose d'important aussi parce que, en fait, il y a beaucoup de femmes qui vivent une infertilité inexpliquée ou des grossesses arrêtées qui n'ont pas fait vérifier leur taux de thyroïde. Enfin, qui n'ont pas fait vérifier. C'est pas à elles de le découvrir, en fait. Normalement, c'est au médecin de le proposer. Donc, c'est important de savoir qu'on peut avoir une piste de ce côté-là. Parce que souvent, les femmes qui ont de l'endométriose, elles ont un taux de thyroïde qui n'est pas normal.
Voilà. Après, il y a des causes qui concernent moins de femmes dont je ne vais pas forcément parler parce que l'idée, c'est pas de générer de l'anxiété chez celles qui nous écoutent, comme ça concerne très peu de femmes. J'en parle dans le livre, donc pour celles qui souhaitent aller voir, c'est plus détaillé dans le livre. Tu parlais du corps qui lutte, j'imagine que ça crée de la fatigue chronique. Ça crée beaucoup de fatigue. De souffrir, ça fatigue aussi. Ouais, les deux en fait. Il y a la maladie en elle-même crée de la fatigue puisque c'est une maladie chronique. Toutes les maladies chroniques créent de la fatigue. En fait, le corps lutte en permanence contre les lésions et donc ça nécessite beaucoup d'énergie au système immunitaire. Cette douleur permanente pompe énormément d'énergie aussi. Donc la fatigue chronique, c'est un des symptômes principaux de l'endométriose avec la douleur et l'infertilité. C'est quelque chose que tu vivais jeune et que tu as revécu quand tu as arrêté ta pilule, cette fatigue ? Alors, je pense que je la vis toujours parce que je suis une très grosse dormeuse et je me suis toujours demandé pourquoi j'étais une grosse dormeuse. Mais aujourd'hui, je le vis différemment au sens où je dors justement pour améliorer mon état avec la maladie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours beaucoup dormi, beaucoup plus que... Voilà. En journée, ça va mieux, mais parce que je suis quelqu'un de très actif. Je reviens à ton parcours. Donc, tu te refuses à prendre un traitement hormonal et à choisir la chirurgie. Qu'est-ce qui a été le facteur pour le déclic, pour décider de chercher par toi-même d'autres solutions et comment tu t'y es pris ? En fait, je me dis que je ne veux pas de chirurgie. Il est hors de question que je prenne un traitement hormonal. Et je me dis, j'ai déjà eu une grossesse spontanée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour soulager ces douleurs et me permettre d'avoir une grossesse spontanée ? Comme je suis assez anxieuse, etc., mais je me dis qu'il y a forcément une solution. J'ai tendance à beaucoup m'activer quand il y a un problème. Je fais beaucoup de recherches, en fait, pendant ma convalescence après la cœlioscopie. Je suis 3 semaines à la maison, dans mon lit et tout ça, donc je fais beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et je tombe sur des sites Internet et sur des comptes de réseaux sociaux, tout en anglais. Alors, j'ai la chance d'avoir une belle formation et de bien parler anglais, donc de bien comprendre. Et donc, je tombe sur des comptes aux États-Unis et en Australie qui parlent en fait de leur approche. Aujourd'hui, on parle de naturopathie en France, mais voilà, il y a 7 ans, on n'en parlait pas autant. Et donc, c'est naturopathie, c'est kiné, c'est ostéo et plein de choses qui permettent à la fois de soulager la douleur et de travailler aussi sur les causes de ces douleurs et sur les causes de l'infertilité. Et donc, je pars tous azimuts et je commence à mettre en place tout ce que je peux voir, seule ou en me faisant accompagner. Par exemple, l'alimentation, je ne le recommande pas, mais moi, je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris un super livre sur l'alimentation pour l'endométriose et j'ai appliqué les conseils qu'il y avait dans le livre. Un livre qui était en anglais ? Non, alors celui-là, il était en français. Okay. Celui-là, il était en français. D'ailleurs, il est réédité chaque année. Et c'est le livre de Fabien Piasco, je peux le citer parce que c'est vraiment une référence. Et donc, j'applique ce qu'il y a dans le livre. Fabien Piasco, et le titre ? L'alimentation anti-endométriose. Je le mettrai dans la fiche du podcast. Et donc, j'applique ce qui est dit dans le livre. Et puis, en fait, en 3 mois, j'ai 80% de douleur en moins. Alors, je suis hyper contente, hyper étonnée aussi, parce que je me dis, mais l'alimentation a un pouvoir hallucinant. Alors, chez beaucoup de femmes, ça marche. Chez certaines, ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc voilà, je mets un petit bémol parce que ça peut en décourager certaines qui ne trouvent pas de solution avec l'alimentation. En quelques mots, c'est quoi la base d'une alimentation anti-endométriose, pardon ? Ouais, c'est une alimentation anti-inflammatoire, principalement, et c'est une alimentation qui est très enrichie en nutriments, c'est-à-dire rajouter beaucoup de légumes, rajouter beaucoup de fruits, rajouter des oméga 3, parce qu'on parle souvent d'enlever des choses. On dit enlever le sucre, enlever le gluten, enlever la viande rouge. Et moi, je trouve que c'est plus important d'enrichir, parce que aussi en termes de fertilité, ça va favoriser un bon contexte en fait pour une grossesse. Mais voilà, c'est une alimentation anti-inflammatoire, très riche en antioxydants, qui va soutenir le système immunitaire face à la maladie. Donc l'alimentation, tu constates que tes douleurs ont drastiquement diminué au bout de 3 mois. Est-ce que tu mets d'autres choses en place ? Oui, parce que quand je vois que ça fonctionne, je me dis, OK, je vais faire tout le reste, parce que du coup, je vais me mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, je fais de l'ostéopathie, je fais de la kiné, je fais de l'ayurveda, je fais de l'acupuncture. Là, je ne peux pas tout citer, mais j'ai fait énormément de thérapies complémentaires. Parce que Ayurveda, acupuncture, tu vas avoir des gens qui savent ce qu'est l'endométriose ou tu y vas en disant, voilà, tu leur expliques comment ils peuvent te soulager, comment ça se passe ? Alors, Ayurveda, j'y vais un peu comme ça. J'ai entendu un podcast avec un thérapeute qui avait l'air super, du coup, je vais le voir. L'acupuncture, par contre, je vais voir un super acupuncteur spécialiste en fertilité qui est à Paris et qui, lui, connaît bien l'endométriose parce qu'en fait, il accompagne des femmes qui souffrent d'infertilité depuis des années. Et j'ai la chance, en fait, à l'époque, je suivais déjà une psychothérapie et c'est cette psychothérapeute qui me conseille cet acupuncteur. Voilà, et petit à petit se tisse un réseau, en fait, puisque ensuite, cet acupuncteur va me conseiller une prof de yoga et de qigong. Et puis, voilà, petit à petit, je trouve les bonnes adresses. Je découvre ceux qui vont m'aider, en fait, dans ce parcours. Et je suis
beaucoup accompagné, et ça c'est important de le dire aussi parce qu'on pense souvent à la dimension physique, physiologique de l'endométriose. Je suis aussi beaucoup accompagnée sur la dimension émotionnelle. Parce que, à la fois le fait de vivre l'infertilité, d'avoir une maladie chronique, ça s'accompagne. Moi, je trouve que c'est vraiment très important. Alors, toutes les femmes n'en ressentent pas forcément le besoin, mais je trouve que c'est important d'être accompagnée en termes émotionnels, psychologiques, avec de l'hypnose, avec de la sophro, voilà. Tout ce qui peut nous faire du bien est bon à prendre. Et, Une psychologue aussi, régulièrement. régulièrement. Psychologue, alors je la voyais déjà, mais là, je continue de la voir régulièrement. Pour moi, les deux sont inséparables. C'est pour ça que, d'ailleurs, mon compte Instagram s'appelle Endolistique, parce que c'est vraiment une approche qui prend en compte tout ce qui fait de nous des femmes, à la fois sur le corps, mais aussi sur les émotions, sur le mindset. Cette maladie, elle touche toutes les sphères de notre personne, en fait. Et d'ailleurs, tu dis dans ton livre, et c'est assez fort, je trouve, que nos émotions ont un impact sur la douleur ou le ressenti de la douleur. Comment t'expliques ça? C'est quelque chose que tu as constaté sur toi, que tu as lu aussi? Est-ce que tu peux en parler? J'ai constaté sur moi. Clairement, quand je suis stressée, aujourd'hui beaucoup moins, mais quand j'étais stressée ou quand j'étais anxieuse ou quand j'étais en colère, ça a déclenché des douleurs, ça amplifiait les douleurs ou ça déclenchait carrément une crise d'endométriose. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même étonnant. Enfin, je le constate sur moi parce que je l'explique dans le livre, mais c'est hyper important d'être très connecté avec ce qu'on vit au quotidien et d'avoir une approche qui est très individualisée parce que l'alimentation pour l'endométriose, on en parlait tout à l'heure, ça peut être quelque chose de très restrictif, etc. Mais si on l'adapte à nos besoins, à comment on vit les choses, à comment notre corps supporte certaines choses ou pas, ça peut être beaucoup moins restrictif. Mais c'est pareil pour tout le reste. Apprendre à connaître son corps et à se connaître soi-même pour avoir une approche très individualisée, ça va beaucoup aider. Et donc je constate ça sur moi. Et puis ensuite, en fait, aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, 3 ans, je lis beaucoup d'études scientifiques sur un site qui recense toutes les publications scientifiques du monde entier. Et en fait, il y a des études qui montrent que les émotions vont amplifier la douleur. Anticiper la douleur amplifie la douleur. Et donc, travailler là-dessus va permettre de mieux vivre la douleur au quotidien. J'imagine que toi, ça t'a changé de faire tout ça. Enfin, comme tu dis, on apprend à se connaître et c'est une démarche globale. Est-ce que ta personnalité, ta façon de vivre, oui, a changé, mais qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as fait ça et que tu as engagé ce parcours? Beaucoup de choses. Clairement, je suis pas du tout la même femme que j'étais quand j'ai été diagnostiquée. Je pense que je suis moins anxieuse, même si je peux l'être encore un peu. J'aborde la vie différemment. Je veux dire que je profite peut-être plus de la vie. Alors, ça peut paraître un peu galvaudé en disant comme ça, mais je prends ce qui m'apporte de la joie et je laisse un peu de côté le reste. Je m'encombre moins, encore un petit peu, mais je m'encombre moins quand même des choses qui n'ont pas de sens. Et je fais ce qui va me plaire le plus, en fait, au quotidien. Alors, tu es tombée enceinte, tu as eu 3 enfants. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment, après ce début de parcours un peu en autodidacte, tu as réussi à tomber enceinte? Comment tu l'as appris et comment tu as réagi? C'était 1 an après. Pile 1 an. Presque 1 an. Ouais. C'était 11 mois et demi après, mais c'était assez symbolique. Et en fait, je m'y attendais pas et j'en ai pleuré, en fait. Et j'ai eu quand même, il faut être très honnête, j'ai quand même eu très, très peur les 3 premiers mois avec la première grossesse. Là, j'ai été en panique totale. J'ai vu le test de grossesse positif. J'ai appelé tout de suite mon gynéco. Il ne faut pas que je refasse une grossesse extra-utérine. Donc, ça a été quand même relativement suivi au début. Et moi, j'étais très anxieuse jusqu'à la naissance du bébé parce que c'était un parcours compliqué. Après, j'avais peur que pendant la grossesse, il se passe des choses liées à l'endométriose parce qu'il y a des femmes qui ont des douleurs amplifiées, il y a des femmes qui peuvent avoir des soucis à l'accouchement à cause des adhérences, puisque l'utérus grossit, ça déplace les organes, des choses qui étaient collées entre elles peuvent se déchirer. Voilà. L'idée, c'est pas de faire peur, mais c'est important d'être bien suivi. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé la maternité où j'ai accouché à Paris, pour m'inscrire, on me dit, est-ce que vous avez des antécédents? Moi qui d'habitude ne disais rien, je dis j'ai de l'endométriose. Il me dit, alors il vous faut un gynécologue, vous ne pouvez pas être suivi par une sage-femme. Et donc je suis tombée sur un gynécologue qui depuis est mon gynécologue et je l'adore, il est formidable. Ça fait 7 ans qu'il me suit, sa femme est aussi atteinte d'endométriose. Ils ont eu aussi des difficultés à avoir des enfants, ils ont 4 enfants. Et il est très à l'écoute, il connaît bien, il accepte aujourd'hui que je ne prête pas de traitement, ce qui quand même n'est pas forcément évident parce que beaucoup de médecins, ils ont raison puisque c'est la seule chose qui existe D'ailleurs, aujourd'hui. c'est pas un conseil que tu donnes de ne pas prendre de traitement. Non, c'est pas du tout. Alors moi, de toute façon, ce n'est pas mon, c'est pas mon métier. Il faut continuer d'être suivi médicalement. Je continue d'être suivi médicalement. J'ai encore passé une échographie avec un spécialiste de l'endométriose il y a 15 jours. Moi, c'est pas du tout mon métier. Moi, j'accompagne les femmes dans leur choix et dans comment je fais pour vivre plus sereinement avec la maladie en fonction des choix que j'ai faits. Mais moi, je n'interviens pas du tout là-dessus. C'est hyper important, tu as raison de le rappeler. Pendant la grossesse, est-ce que l'endométriose
est entre guillemets en pause? Alors Vu moi, que j'ai eu c'est la lié chance. au cycle. Moi, j'ai eu la chance qu'il ne se passe rien du tout pour moi. Vraiment, ça a été vraiment hyper serein de ce côté-là. L'accouchement s'est aussi hyper bien passé. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai pas eu de douleur supplémentaire, il s'est rien passé. Et après l'accouchement, de toute façon, pendant la grossesse, j'ai continué mon alimentation. Bon, j'étais un peu moins stricte, mais j'ai continué mon alimentation. J'ai continué à avoir un ostéopathe. Et après l'accouchement, j'ai recommencé à faire tout ce que je faisais. L'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait, mais en fait, maintenant que vous allez beaucoup mieux, pourquoi vous ne remangez pas normalement? Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas ce que ça peut donner et que j'ai pas envie. Et puis de toute façon, en fait, c'est clairement un mode de vie. Poser la question tout à l'heure, je peux compléter un peu, mais c'est clairement un mode de vie que j'ai aujourd'hui. Et en fait, toute la famille mange comme moi. Mon mari, mes 3 petits garçons. J'ai complètement supprimé les perturbateurs endocriniens de notre quotidien. Comment Oh là là, Parce que ça a l'air d'être un travail assez laborieux. c'est un travail laborieux, mais bon, ça fait 7 ans que j'y suis. Enfin, déjà, j'ai tout ce qui est produits alimentaires. On essaie de manger au maximum bio. J'ai surveillé les produits cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits d'entretien. Je fais ma propre lessive, par exemple, avec du savon de Marseille. J'essaye d'acheter des vêtements au maximum en matière naturelle. Par exemple, quand on a attendu notre premier bébé, tout ce que j'ai acheté pour lui, notamment le matelas, j'ai acheté un matelas en coco et latex. C'est quand même, voilà, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Un lit en bois massif et pas avec du mélaminé, des colles, des solvants, etc., avec la peinture à l'eau. Voilà. Et vraiment, c'est un vrai budget sur la plupart des choses. C'est du temps de recherche aussi beaucoup, parce que en fait, les premières solutions qu'on trouve en cherchant, que ce soit l'IBB ou des choses pour adultes, même, c'est souvent pas complètement respectueux de notre santé, de notre équilibre hormonal et tout ça. Comme tu le dis, c'est un vrai boulot. Mais je suis hyper contente de ce que j'ai mis en place. Et je pense que ça se voit aussi sur la santé de manière générale, pas que sur l'endométriose. C'est-à-dire que j'ai l'impression clairement d'être moins malade l'hiver, plus en forme. Et c'est le cas aussi des 3 enfants et de mon mari. Parce que les perturbateurs endocriniens ont un rôle sur l'inflammation, sur la maladie. Ils ont un rôle sur notre équilibre hormonal. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y a des études qui sont en cours, mais il n'y a pas encore d'études publiées sur le sujet pour regarder comment, en fait, les perturbateurs endocriniens agissent sur le développement de la maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un rôle sur notre fertilité. Ça, il y a des études pour la fertilité de la femme. Et en fait, ils viennent perturber le signal et la réception de nos hormones dans nos récepteurs hormonaux, donc les ovaires, le cerveau. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça perturbe la fertilité. Il n'y a pas beaucoup d'études, il y a quelques études, d'ailleurs j'en parle dans le livre et j'en parle sur mon blog, quelques études qui montrent que ça pourrait agir sur la maladie. Entre 2 grossesses, est-ce que la maladie revenait ou est-ce que tu étais dans un état stable, sans trop de douleurs? Est-ce qu'il y avait encore quand même des douleurs d'ailleurs? Alors il n'y avait plus de douleurs, plus du tout. Alors je pense que comme beaucoup de femmes à la suite de l'accouchement, j'ai quand même des règles très très abondantes, mais ça se normalise au fil des mois et plus de douleurs, toujours pas de douleurs. Et puis, je repasse des IRM de contrôle avec la radiologue qui me suit là, dans le centre de Paris et qui m'annonce à chaque nouvelle IRM que la maladie a régressé, que les lésions ont diminué et que avant ma première grossesse, j'avais beaucoup de liquide dans le petit bassin, un liquide très inflammatoire. Et là, elle me dit, il n'y a plus de liquide du tout. Voilà. Et la dernière imagerie que j'ai faite, c'était une échographie, puisqu'elle m'a dit, en fait... vous êtes passé d'une endométriose profonde, ovarienne, digestive, à une endométriose superficielle. Donc, vous n'avez plus besoin d'IRM. On ne fait que des échographies désormais. Donc, la maladie a extrêmement régressé. Et les lésions que j'avais sur les ovaires ont complètement disparu. La lésion que j'avais sur le rectum est punctiforme, c'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits points d'aiguille qui sont visibles à l'imagerie. Il me reste des adhérences, voilà, des cicatrices dans le bassin, mais c'est tout. Alors, tes médecins, ton gynéco, ta radiologue, qu'est-ce qu'ils disent face à ça? Ils ont un réagissent? peu du mal à y croire. Enfin, je me souviens de la radiologue qui, il y a 4 ans, m'avait dit « Oh, mais ça c'est la grossesse. La grossesse, ça soigne l'endométriose. » Alors, il faut savoir que quand même les études montrent que ce n'est pas le cas. Et que en fait, elle me dit « Mais vous avez fait quoi ?» Je dis moi, j'ai changé mon alimentation, j'ai un accompagnement émotionnel, je fais de l'ostéopathie, de la kiné. Voilà. Elle me dit « Ah, d'accord. » Et puis, l'année dernière, elle a créé un centre dans Paris pour accompagner la femme. Donc, elle fait l'imagerie. Et dans son centre, il y a des diététiciens nutritionnistes, des kinés, des ostéos, des sophrologues. Cet accompagnement global de la santé de la femme, pour l'endométriose ou
pour d'autres pathologies. Ou voilà, ça fait vraiment son chemin. Et je trouve ça super chouette parce qu'en fait, quand j'ai commencé à parler de ça il y a 6 ans, on ne me croyait pas, on disait que ça sert à rien. Et en fait, aujourd'hui, c'est de plus en plus inclus comme soin de support dans le suivi médical. On parle de médecine globale, c'est ça? Santé intégrative. Santé intégrative, oui, tout à fait. Et en fait, c'est l'avenir, pour moi, c'est l'avenir de la santé. C'est aussi pour ça que je m'investis en tant que patiente auprès des patientes, parce que pour transmettre en fait ce chemin que les médecins ne connaissent pas forcément et qui pourtant prend tout son sens. Voilà, dans le vécu avec la maladie, on se comprend assez bien entre patientes. Et donc ce livre, c'était pour transmettre au-delà des accompagnements que tu proposes? Oui, tout à fait. En fait, j'ai toujours aimé écrire. Je m'étais toujours dit, j'aimerais bien écrire un livre, mais bon, pas vraiment de sujet. Et puis, un jour, en faisant un live sur Instagram avec un auteur, il se trouve qu'il y avait son éditrice qui assistait au live et qui m'a contactée dans la foulée en me disant, mais je veux que vous racontiez votre histoire, que vous transmettiez vos outils dans un livre. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial parce que je m'étais toujours dit que j'avais envie d'écrire un livre et c'était l'occasion de transmettre plus largement que le compte Instagram, parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est important de le dire. Voilà, donc une trace papier de ce parcours et de ces outils, parce que le livre, il regorge d'énormément d'outils, de pistes, de solutions qui fonctionneront pas forcément. Tous les outils fonctionneront pas pour toutes les femmes, mais c'est important de se dire qu'on crée chacune notre propre chemin, qu'on va aller piocher. J'essaye, ça marche pas. Si ça marche pas, je laisse. Si ça marche, je garde. Alors, combien de temps, à ton avis, on se donne quand on essaye quelque chose? Je crois qu'on le voit assez rapidement. C'est-à-dire que... On peut dire 3 mois, 2 mois. Il y a des outils qu'on voit très rapidement, c'est-à-dire que des outils pour soulager la douleur à court terme, comme la neurostimulation électrique transcutanée, on le voit, on l'essaye, on voit ça marche pas. Après, l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, ça, c'est des outils qui demandent plus de temps. Comme tu dis, je pense qu'il faut quand même se laisser 3-4 mois pour commencer à avoir les effets. Donc, c'est important de ne pas se décourager, de s'accrocher, de se faire accompagner si on en ressent le besoin, parce que ça peut être un parcours où on peut se sentir assez seul, en fait. Oui, c'est un livre hyper riche, dense, et je trouve très rassurant, qui est très positif, en fait. Tu es vraiment dans une posture de « je suis actrice de ma maladie chronique » au lieu d'être patiente. Ça aussi, c'est un peu un nouveau discours, mais c'est très intéressant, en fait. L'idée, c'est pas de créer une injonction, c'est de dire allez-y, en fait, vous avez tout en vous pour souffrir moins, donc faut être courageuse quand même. Il faut savoir changer un peu son mode de vie, mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça, et je pense que ça peut faire que du bien. Ouais, il faut changer son mode de vie, mais je crois qu'il faut aussi un peu changer son état d'esprit. C'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on est amené... ce que je vais dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on est amené avec le système de santé en France à attendre que la médecine trouve les solutions pour nous. Et la plupart du temps, elle les a. Mais c'est vrai qu'avec les maladies chroniques, et aujourd'hui, elles se développent beaucoup, c'est plus compliqué. Et je crois que, en tout cas, c'est ce que je partage dans le livre, c'est ce que j'ai vécu moi, et c'est ce que beaucoup de femmes que j'ai accompagnées vivent aussi, c'est que se saisir de sa santé, ne plus être cette patiente, parce que patient, c'est attendre, c'est qu'on nous apporte quelque chose. Donc se saisir de sa santé, devenir actrice de sa santé, ça peut apporter beaucoup de choses. Et tu l'as très bien résumé dans ta question, mais ce livre, c'est vraiment un message d'espoir, de dire ok, attendez pas qu'on vous apporte la solution. Si pour vous les traitements, la chirurgie, c'est pas la solution pour X ou Y raison, on a chacune des bonnes raisons. Foncez, cherchez, essayez, testez, parce que vous pourrez avoir des bonnes surprises. Et en plus, c'est hyper gratifiant quand on l'a mis en place soi-même. Merci. On va publier aussi une interview écrite qui parle des outils les plus efficaces et les plus faciles à mettre en place pour vivre avec l'endométriose. Donc voilà, ce sera sur les Louves. Merci Bertie, merci beaucoup. Merci Marine. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.